Bonjour à tous, voici votre bulletin d'information régionale pour la semaine du 22 avril 2019. Ce qu'on remarque et ce qu'on anticipe, c'est vraiment que le niveau de l'eau va rester à ce niveau-là plus longtemps possiblement. Donc, on n'est pas sur le bord d'une décrue immédiate comme qu'on pense présentement. Je veux seulement dire un gros merci au comité organisateur et les entreprises qui font en sorte que chaque année, le Salon des vins est un succès ici dans notre région. En fait, ce qu'on va vraiment faire, c'est qu'on va attendre le retrait de la Croix-Rouge pour pouvoir aider les sinistrés lors de leur réintégration à la maison. Donc, quand ils vont arriver, évidemment, les denrées alimentaires, frigo, dépenses, etc., autant sèches que fraîches, vont être périmées. Donc, on va les aider. En fait, on va essayer de leur repartir en épicerie. Parfait. Donc, je suis capitaine David Desaulniers, officier de liaison ici à Rigaud pour les Forces canadiennes. Donc, présentement sur le terrain, nos effectifs sont dépêchés dans l'optique d'aider les autorités civiles. Et puis, ce qu'on fait présentement, c'est vraiment ça, c'est un partenariat avec les autorités civiles. Eux sont en avant-plan, nous, on est en second plan. Donc, ils effectuent aujourd'hui un recensement dans certains endroits de la localité. Et puis, nous, on va supporter avec l'équipement qui permet de rejoindre des régions plus éloignées ou plus difficiles d'accès à cause du niveau de l'eau. Donc, les informations ce matin du 29 avril. On va commencer par le débit au barrage de Carillon qui est tout près de 9600 mètres cubes secondes. Donc, on a quand même un flot très, très important au niveau du barrage de Carillon et qui continue pour les prochains jours. Donc, on est tout près de la cote de 2017. Par contre, le débit est beaucoup plus élevé qu'en 2017 où est-ce qu'on n'était pas tout à fait à 9000. Donc, il y a beaucoup d'eau qui rentre encore dans la rivière. C'est certain qu'on peut remarquer quand même un essoufflement au niveau de la crue présentement. Par contre, il y a plein de facteurs encore, donc il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer justement à être sur nos gardes par rapport à ce qui peut s'en venir. Ce qu'on remarque et ce qu'on anticipe, c'est vraiment que le niveau de l'eau va rester à ce niveau-là plus longtemps possiblement. Donc, on n'est pas sur le bord d'une décrue immédiate comme qu'on pense présentement. Je ne parlerai pas d'état d'urgence, je vais parler plus d'une situation qui est difficile pour l'instant pour les citoyens. Et puis, on est vraiment là pour prêter main forte. On a aussi un effort de reconnaissance des différents endroits qui pourraient être potentiellement dangereux ou potentiellement difficiles. On a près d'une centaine de personnes là, qui étaient déployées dans les environs de la région de Rigaud. Okay? Donc, les effectifs ont varié en fonction des différents
différentes journées, puisqu'on avait différentes tâches sur le terrain. Mais au final, on a toujours eu les ressources nécessaires pour assister les autorités civiles. C'est certain qu'il n'y a pas d'évacuation forcée. On garde toujours la même ligne. Donc, on recommande, pas on recommande, mais il y a un ordre d'évacuation. Mais il n'y a pas personne qui va se faire sortir de force. Si on décide de rester là, bien, ils vont vivre avec les conséquences de rester là et vraiment sans filet des autorités municipales. Donc, à leur risque et péril. Je vois présentement des maisons qui sont encerclées d'eau. Ça fait peut-être 5-6 jours. Ces gens-là, de jour après jour, ils vont se fatiguer psychologiquement et à un moment donné, ils vont craquer. On l'a vu en 2017, les gens vont devoir sortir tôt ou tard. Pourquoi pas sortir présentement avant qu'il soit trop tard? On continue, je vous le rappelle, on est dans un marathon. On a encore pour quelques semaines. Et même s'il y a un essoufflement de la crue, il ne faut pas baisser les bras, je le répète, parce que je pense qu'on est malheureusement engagé dans une opération qui va prendre plusieurs jours, sinon des semaines. Donc, j'invite les gens à venir à la conférence de presse pour notre 16e Salon des vins. Mon nom est Denis Lapointe, je suis le président de la Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges. Donc, la nouveauté principale, on a consulté nos gens dans la région par rapport aux 15 premiers salons. Et les gens disaient, quand vous ouvrez le midi puis que les gens finissent vers 2h30, ils rentrent au bureau, ils sont pompettes, tout ça. Fait que c'est peut-être pas la formule idéale. Fait que cette année, on tente une nouvelle expérience. On va ouvrir à 15h pour tout le monde, que ce soit les gens qui ont les billets VIP à 150 ou les billets réguliers à 25 $. À ce moment-là, on va voir, puis ça va fermer à 21h. Donc, le salon est de 15h à 21h. Deuxième nouveauté, il y a des gens qui disaient qu'on devrait peut-être avoir une attention particulière pour les vrais dégustateurs de vin, pour avoir des particularités. Fait qu'on a installé un dôme à l'Aréna de Vaudreuil, dans lequel il va y avoir des vins particuliers. Mais le Club des 100, ça coûte 1 000 $ pour être membre parce qu'il va y avoir des activités dans l'année. Il va y avoir le salon où il entre gratuitement au Dôme. Il y a quelque chose à Noël, il y a quelque chose au mois de février, puis il y a quelque chose vers la fin de l'année, un genre de souper ou quelque chose comme ça, vers le mois de septembre-octobre. Donc, ça comprend tout ça dans le Club des 100. Mais ça, c'est une particularité. Mais l'importance du salon, c'est vraiment la présence des gens, là, VIP ou à 25 $. Mais c'est un honneur pour moi d'être le président d'honneur pour la 16e édition parce que c'est pas seulement une activité où que les gens peuvent discuter des vins locaux et internationaux, faire du réseautage, mais aussi la chance d'amasser des fonds importants pour la Fondation hospitalier de Vaudreuil-Soulanges, qui est une organisation qui fait du travail exceptionnel dans notre communauté. Donc, c'était un honneur pour moi de dire oui. Ce qui a été le plus encourageant pour nous autres cette année, c'est en 1er février, le gouvernement actuel a décidé de maintenir le choix du terrain. Donc ça, pour nous autres, c'était vital parce que ça retardait tous les travaux qui avaient été faits jusque-là. Donc là, actuellement, on a choisi les ingénieurs, les architectes. Donc ça continue. Donc on est très heureux. Donc ça avance normalement. Pour nous autres, c'était important. On ramasse en moyenne autour de 60 000 $ par année. Okay? Et donc, actuellement, en banque, pour la Fondation, on a au-delà de 400 000 $. Okay? Mais comme je le disais dans la conférence, depuis 2 ans, on investit dans le milieu en santé. Parce que comme ça prend du temps à avoir notre hôpital, on veut investir. Donc, on investit auprès des jeunes pour payer des repas à des enfants dans les écoles de Soulanges. On investit également aussi dans nos CHSLD pour acheter des équipements, leur offrir de la zoothérapie, des choses comme ça. Puis, on investit dans notre CLSC aussi, acheter des pousses seringues, des tables, que le système ne paie pas. Et donc, comme c'est conjoint à la santé, donc on investit depuis 3 ans à ce niveau-là. C'est très agréable. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin à mon bureau, le bureau du député ici à Vaudreuil-Soulanges. Je veux seulement dire un gros merci au comité organisateur et les entreprises qui font en sorte que chaque année,
Le Salon des vins est un succès ici dans notre région, mais c'était important pour moi. Il faut toujours trouver l'équilibre entre le travail qu'il y a à faire à Ottawa et le travail qu'il y a à faire dans le comté. Et ça, c'est un événement chaque année qui est très important pour notre communauté. Donc, quand j'ai eu la chance, j'ai dit oui directement, même si j'ai pas de temps pour le faire, je vais trouver le temps, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui s'en vient un peu pour vous au cours des prochaines semaines? Mais lundi, je vais retourner à Ottawa. C'est la fin de session. On passe 7 semaines en ligne à Ottawa, donc ça va être un peu chargé. Mais je vais retourner pour le 15 mai pour passer la journée à la Salon des vins en tant que président d'honneur. Et après ça, je vais passer le mois de juillet puis le mois d'août en train de faire du porte-à-porte et connecter avec mes concitoyens. Les billets sont en vente dans la plupart par les comités organisateurs. Desjardins va en vendre aussi au niveau de ses comptoirs dans Vaudreuil-Soulanges comme tel. Puis, on peut aussi communiquer avec la Fondation. Il y a sur le site, il y a le numéro, tout ça. Puis ça nous fait plaisir de les acheminer par courriel ou des données comme tel. C'est parce que c'est plus intime, parce que c'est généralement du bouche à oreille. On offre les billets aux gens comme ça, comme tel. On n'a pas... il va y avoir des... je regarde comme ce soir, il y a l'Assemblée générale de Desjardins. On va être là pour vendre des billets. Il y a un genre d'association qui fait une rencontre au centre d'achat Pincourt les 11 et 12 mai. On va être là pour vendre des billets. Donc, on se présente dans différents endroits comme ça, comme tel. C'est plus amical, c'est plus direct, la population. Donc, avec ça, je vais utiliser cette chance pour inviter tous les gens de Vaudreuil-Soulanges de joindre à nous le 15 mai, mercredi, pour la 16e édition du Salon des vins. Avec votre aide, avec votre soutien, on va faire en sorte que la 16e édition est la meilleure depuis qu'ils ont commencé. Donc, avec ça, merci énormément, puis on vous attend. Merci tout le monde. Je suis présentement avec Mme Numéville, directrice du développement des affaires de Moisson Sud-Ouest. On est ensemble aujourd'hui parce que vous avez été mandaté pour prendre le relais lors du départ de la Croix-Rouge. Donc, vous allez avoir à vous occuper des inondés au niveau de l'alimentation, bien évidemment. Quelle est votre mission là, une fois que la Croix-Rouge va avoir quitté nos lieux? Bien, en fait, Moisson Sud-Ouest a été interpellé par le centre de crise au niveau de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour travailler, encore une fois, un peu comme dans en 2017, lors des premières inondations, pour travailler avec eux au niveau des denrées alimentaires pour les sinistrés. Par contre, le mandat cette année est différent. En fait, ce qu'on va vraiment faire, c'est qu'on va attendre le retrait de la Croix-Rouge pour pouvoir aider les sinistrés lors de leur réintégration à la maison. Donc, quand ils vont arriver, évidemment, les denrées alimentaires, frigo, dépenses, etc., autant sèches que fraîches, vont être périmées. Donc, on va les aider. En fait, on va essayer de leur repartir une épicerie qu'on appelle une épicerie de base. Oui, de départ, un peu comme on fait avec la guignolée des médias ou avec les paniers de Noël. Donc, pour repartir, pour arriver à la maison, là, puis pouvoir avoir des denrées là, qu'on peut utiliser, là, puis qui vont être des denrées fraîches, puis qui vont faciliter aussi et le retour à la maison, mais aussi les sous, parce qu'on sait qu'une grosse épicerie, la première épicerie, c'est tout le temps plus dispendieux. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va les aider à ce niveau-là. Comme ça, ils vont pouvoir conserver leur argent là, pour la priorité qui va être de s'occuper de la maison puis de remplir. Oui, c'est ça, exactement. Et plein d'autres choses. Et plein d'autres choses. On parlait aussi ensemble tantôt, oui, il va y avoir beaucoup de trucs au niveau de la nutrition, mais vous avez pensé aussi les soins quotidiens. Donc, vous me disiez qu'il va débarquer aussi des savons. Oui, exactement. Mais on a des... Ça va loin, là. Oui, on a des... Mais en fait, c'est qu'on se dit, c'est bien beau les denrées alimentaires, mais on a aussi des denrées non comestibles qui arrivent ici. Donc, savon à linge, pâte à dents, brosse à dents et tout ça. Donc, on va pouvoir aussi ajouter ça dans les dépannages là, pour les sinistrés, pour pouvoir les aider, pas juste au niveau de l'alimentation, mais à d'autres niveaux aussi. On a un partenaire, entre autres, qui s'appelle Clean the World, qui a été très actif avec nous, puis on a des palettes de savon qui vont arriver d'ici quelques jours, là, dans 2 jours, là, pour pouvoir, qui vont être réservés aux sinistrés là, pour qu'on puisse leur remettre ça là, dans leur dépannage de soutien. Oui. Justement, parlons-en un peu des partenaires, parce que, bon,
on voit qu'il y a déjà une grande générosité parce que là, vous êtes en pleine préparation. C'est pas encore commencé, mais les gens envoient en grande quantité des aliments. Donc, est-ce qu'on peut avoir des idées là, de qui ont collaboré et ont donné généreusement là, pour nos sinistrés? Bien oui, en fait, le mouvement se met en branle. On sait qu'il y a plusieurs autres moissons aussi qui sont affectées. Moisson Outaouais, moisson Beauce aussi qui ont été affectées puis qui ont des sinistrés. Donc, en fait, je dirais qu'en premier lieu, le réseau des banques alimentaires du Québec, donc les 19 moissons à travers le Québec, sont très mobilisés. Les moissons qui ne sont pas affectées par la crue printanière de 2019 vont nous envoyer des trucs qui ont en grande quantité pour pouvoir nous aider à remplir ces paniers-là. Donc, il y a une belle collaboration au niveau des banques alimentaires puis de toutes les moissons à travers le Québec pour pouvoir soutenir ces gens-là, ces gens qui sont dans des situations là, plus vulnérables en ce moment. Donc, il y a aussi, de notre côté à nous, on a les Vergers Léhi aussi qui nous ont envoyé beaucoup de compotes de pommes, en fait, donc pour pouvoir donner et remplir là, les collations, les lunchs des enfants qui vont retourner à l'école aussi parce que malgré la crue printanière, la réalité continue exactement. Donc, on va aussi essayer de soutenir les gens à ce niveau-là. On a Clean the Wall que je vous disais aussi. Puis, il y en a plusieurs autres là, qui sont déjà là, il n'y a pas de confirmation encore, mais que ça s'en vient là, tranquillement. Là, pour, Exactement. On en parlait ça aussi avant. Donc, on lance l'appel aussi aux entreprises qui veulent bien être généreuses et envoyer des denrées. Puis, pour les gens aussi, donc à la maison, quel est un peu le fonctionnement là, si on veut s'impliquer et donner là, pour nos sinistrés au niveau de l'alimentation? Bon, c'est sûr qu'au niveau des grandes entreprises, l'important, c'est vraiment de communiquer avec Moisson Sud-Ouest. Aussitôt qu'on a des quantités qui sont importantes, nous, on a l'emplacement, puis on a les contacts aussi, si on n'a plus d'emplacement ici, éventuellement, pour storer. On va trouver, on a des contacts, on va pouvoir storer tout ça, puis on va pouvoir s'assurer que ces denrées-là vont bien être distribuées aux sinistrés directement. Pour monsieur, madame, tout le monde, je les invite vraiment à aller dans les organismes qui font déjà du dépannage alimentaire de leur région, de leur ville. Par exemple, à Rigaud, on pense au Café de la Débrouille, à Vaudreuil, au Câble Actuel et tout ça. Puis c'est avec eux, en fait, qui sont membres déjà chez nous, parce que ces organismes-là sont souvent ils font pas que du dépannage alimentaire. Hein? Ils ont aussi... Oui, exactement. Des fois, il y a des friperies. Des fois, il y a des meubles qui viennent avec ça et tout ça. Donc, je pense qu'on essaie de faire en sorte que le sinistré ait essentiellement 1 ou 2 endroits à faire, pas plus, pour être capable de trouver tout ce dont il a besoin pour l'aider. En tout cas, du mieux qu'on peut, là, c'est très... On a une structure, nous aussi, puis on essaie de mettre en place les choses pour que ça fonctionne bien. Ça sera... On l'imagine parfaite, mais ça risque pas de l'être, mais on fait vraiment tout ce qu'on peut pour faciliter la vie là, de ces sinistrés-là. Mais encore une fois, quand ils vont réintégrer leur demeure, puis que là, on va être rendu à ce moment-là là, où il faut remplir les frigos puis remeubler la maison et tout ça. C'est ça. Puis il y a quand même beaucoup de sinistrés sur notre territoire, disons-le. Donc, est-ce que vous pensez au niveau des quantités, tout ça, est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'il va y en avoir pour tout le monde? On est prêt. Puis quand ça va arriver, bien, on va être là pour soutenir les gens là, pour le après. Quand souvent, ils ont l'impression qu'ils se ramassent tout seuls avec leurs trucs, bien, c'est là que je pense qu'on va être je crois qu'on va être le plus efficace. C'est pour ça qu'on travaille directement aussi avec la MRC pour avoir un seul canal d'information pour pouvoir travailler directement avec eux qui, eux, vont... C'est libéré. Oui, exactement. Une belle collaboration. Oui, effectivement. Je pense que c'est le propre de Moisson Sud-Ouest là, de toujours. Tu sais, déjà, on travaille avec les organismes qui sont dans la région. On a 68 organismes accrédités à Moisson Sud-Ouest, donc qui font du dépannage, des popotes, des repas, etc. Donc, ils travaillent avec nous. Puis nous, bien, ce qu'on veut, c'est utiliser leur force à eux. On veut pas réinventer la roue, puis on veut pas se repartir des points de service, puis on veut travailler avec eux, puis passer par eux pour pouvoir les mettre à l'avant-plan aussi, pour que les gens connaissent leur service. Donc, déjà, là, si t'es sinistré, puis tu passes, puis tu vas là, mais ensuite de ça, tu vas connaître l'organisme, tu vas savoir qu'il existe. Donc, tu sais, c'est à travers tout ça, nous, on a mieux travailler en collaboration avec les gens que de réinventer des points puis de travailler en double. Voilà. Un gros merci, Mme Nubaville, puis bravo aussi à toute votre équipe et tout ce que vous faites en ce moment. Je suis certaine que les gens l'apprécient beaucoup. Puis on invite, en terminant, c'est comme un peu comme un téléthon, on invite les gens à donner généreusement. Je suis présentement avec M. Allaire qui va nous jaser un peu de l'aide qui est offerte à nos sinistrés au niveau psychosocial. Donc, d'entrée de jeu, pouvez-vous nous expliquer quel est votre mandat?
Un gros mandat. Oui, le mandat principal du Centre intégré de santé et de services sociaux, c'est vraiment d'aller soutenir les sinistrés de par tous les aspects de la mission santé. Donc, autant le soutien psychosocial que les aspects également de santé physique ou également, on peut supporter dans la relocalisation de personnes qui peuvent pas être maintenues dans un centre de service ou dans un centre d'hébergement, par exemple. Donc, quelqu'un qui a une problématique de santé physique, qui était maintenu à domicile, mais que l'évacuation fait en sorte qu'on va soutenir dans la relocalisation de cette personne-là. Donc, dans votre carrière, c'est pas la première fois que vous avez affaire à des gens qui ont malheureusement été inondés. On l'a vécu il y a pas longtemps, malheureusement. Donc, est-ce que c'est différent des autres approches? Comment on se prépare pour intervenir auprès de ces sinistrés-là? Je vous dirais qu'on a une préparation qui est quand même multirisque au niveau psychosocial, notamment. 2017 nous a aidé beaucoup à peaufiner nos façons de faire face aux inondations. On le voit aujourd'hui, tout le monde est mieux préparé dans la région. Les municipalités, les sinistrés également. Nous, comme organisation de santé également, on est mieux préparés. La Croix-Rouge, les liens de coordination sont beaucoup plus faciles cette année dès le départ. La grosse différence au niveau des services de santé, c'est qu'on va vraiment être beaucoup plus proactif. On va aller au-delà, on va aller rencontrer les sinistrés dans le milieu. On n'attendra pas, comme normalement, qu'ils viennent dans nos accueils. Puis parlons-en, vous êtes sur le terrain, vous et votre équipe, donc vous êtes une belle équipe déployée un peu partout, on le voit sur le tableau, on ira voir un peu plus tard. Mais pouvez-vous nous dresser un peu un portrait des gens à qui vous avez affaire en ce moment-là? Donc, au niveau des émotions, là, ça se passe comment quand vous allez sur le terrain? Malheureusement, c'est beaucoup les mêmes sinistrés que 2017. Toutefois, on note une différence. On voit que les gens ont une résilience par rapport à 2017. Les gens sont, beaucoup mieux préparés aussi. Il y a beaucoup moins... les gens savent à quoi ils vont faire affaire. C'est la grosse différence avec 2017. 2017, souvent, on se faisait dire, surtout au début, « Oh non, ça n'arrivera pas, l'eau ne montera pas jusque-là, c'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas. » 2017 a créé une nouvelle ligne, une nouvelle norme. Et là, les gens se disent, OK, ça peut arriver. Il y a eu beaucoup aussi de préavis par les municipalités, de dire aux gens, il y a eu beaucoup de diffusion d'informations, de dire aux gens, ça s'en vient, préparez-vous. Donc, les gens sont beaucoup plus préparés. Je vous dirais que le moral est très bon si on compare à 2017 et si on considère qu'on est dans une situation de sinistre, bien sûr. Il y a des cas qui sont plus difficiles. Il y a des gens qui n'avaient pas terminé le programme d'aide financière, exactement, ou qui venaient juste de terminer, qui se disaient « enfin, je passe à autre chose » et ça revient. Mais somme toute, on sent que le moral est bon sur le terrain, considérant la situation. Je ne vous cacherai pas, les 48 dernières heures, on sent qu'il y a une fatigue là, qui commence à se mettre en place chez les sinistrés. Donc, on est là pour ça, on surveille ça. C'est pour ça qu'on est vraiment déployé sur le terrain pour vraiment être capable de prendre le pouls de la population à l'heure actuelle. Puis, vous me dites que, bon, en ce moment, oui, le moral va bien, mais il faut prévoir le fait aussi qu'il y a un plus tard. Donc, vous me disiez un peu plus tôt que peut-être des fois, les émotions arrivent à ce moment-là. Les moments les plus difficiles arrivent lorsqu'on met le pied dans la maison, qu'on se retrouve seul. Exactement. Les gens sont beaucoup dans l'action présentement, sont très supportés aussi. Il y a énormément de ressources sur le terrain qui les supportent. Donc, c'est certain que quand on retombe après, quand que la vague passe, quand que ça fait moins la une des médias où que le sinistré va se retrouver un petit peu plus tout seul, ça peut être un petit peu décourageant à ce moment-là de voir, OK, là, j'embarque dans quelque chose de gros. Encore une fois, la différence avec 2017, on entend beaucoup sur le terrain présentement, présentement, je me repose parce que je sais que c'est après que je vais avoir à travailler fort. Présentement, mes sacs de sable sont là, mes pompes sont là, mais je fais un peu pour me maintenir, mais c'est après que je vais avoir à mettre beaucoup plus d'énergie. Donc, les gens, comme je dis, il y a beaucoup moins d'inconnus. Donc, ça, c'est sûr que pour le côté psychosocial, ça l'aide. Puis, important de mentionner que l'équipe est là et reste là après aussi. Donc, comment que ça se passe là, une fois que, bon, la plupart des gens vont être partis et qu'on rentre à la maison, ils ont encore besoin de soutien. Donc, ça va se passer comment pour eux de votre part? Dans le fond, en 2017, on avait mis en place une équipe dédiée pour les sinistrés. 2 objectifs. Un, être capable de faire face aux besoins des sinistrés, mais surtout, en même temps, être capable de maintenir nos services courants et faire en sorte que l'afflux de demandes des sinistrés ne vienne pas ajouter dans nos listes d'attente pour les autres personnes de la région. Donc, quelqu'un qui fait une demande d'aide au niveau de la santé mentale, par exemple, chez nous, bien, son dossier ne sera pas repoussé à cause d'augmentation de demandes que les sinistrés amènent.
Donc, ça, c'est un des fonctionnements. Pourquoi on met en place une équipe dédiée. Et l'autre chose, c'est justement parce qu'on sait que c'est un marathon. On sait que de notre côté, le réseau de la santé, on est souvent les derniers à se démobiliser. On est souvent les derniers à être là, à soutenir les gens parce que c'est la dernière chose, hein, le mental, le psychosocial. Les gens, ils vont vouloir régler leur maison, régler leur toit, régler leur habillement, régler leur nourriture. C'est les besoins de base et par la suite, on va aller là. Donc, c'est pour ça qu'on met en place une équipe dédiée, encore une fois, cette année. 2017, l'équipe s'était terminée, là, on avait diminué les services au fur et à mesure, mais on avait terminé en mars 2019. On repart. Oui. Je peux pas vous dire exactement combien de temps, mais l'engagement qu'on a, c'est qu'on va être là tant qu'il va y avoir des besoins de différentes façons. On va mettre en place les mêmes services probablement. On a appris, nous aussi, de 2017. On sait quels services ont bien été. Les cafés-rencontres qui avaient été relativement quelque chose qui avait été apprécié par les sinistrés. On va probablement les mettre en place un petit peu plus tôt qu'on l'avait fait en 2017 parce qu'on a vu... Donc, on a appris de notre côté aussi. Exactement. On a déjà amorcé certaines activités de relance téléphonique. Donc, on est, nous aussi, plus proactifs que 2017 parce qu'on a appris malheureusement. Puis, parlons aussi du fait des gens qui entourent ces sinistrés. Donc, on parle des amis, de la famille. Vous avez mis sur pied ce qu'on pourrait dire un genre de plan, un document qui peut nous aider, nous aussi, à faire notre part, puis à appuyer, aider, écouter nos sinistrés. Oui, en 2017, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître autour de Noël 2017. Des gens qui nous appelaient, c'était pas des sinistrés, c'était des aidants de sinistrés. Je donne un exemple. C'était là au début, mon gars est revenu à la maison, il prend le sol avec sa blonde. On est prêt à les aider, mais là, ça fait 6, 7, 8 mois qu'ils sont là. On a hâte, nous aussi, de retrouver notre vie normale, je dirais. Comment qu'on peut les aider. Même nous, on commençait à se trouver peut-être un petit peu fatigués d'aider. Donc, on a fait un guide de l'aidant qui est disponible soit dans les CLSC, soit sur notre site Internet. Donc, si vous êtes un aidant, n'hésitez pas à aller chercher beaucoup de trucs, beaucoup de ressources à l'intérieur de ce guide-là. Il a été fait en 2017, mais on l'avait déjà produit d'une façon à dire s'il y a un autre sinistre, ça va s'adapter. Donc, c'est la même chose, ça s'applique. Donc, ça, c'est une des choses, là. De pas hésiter non plus à nous appeler. On a une ligne là, aussi au CLSC de Vaudreuil-Soulanges avec un numéro. Donc, que vous soyez un sinistré ou un aidant d'un sinistré, vous pouvez nous appeler. Puis si vous avez besoin d'aide, ça va nous faire plaisir là, de vous soutenir là-dedans. Puis justement, si il y a des sinistrés qui nous écoutent en ce moment, qui ont peut-être, pas encore eu ou voulu aller voir un membre de votre équipe pour demander de l'aide, pour jaser, pour parler. Donc, est-ce qu'il y a différentes façons de pouvoir y parvenir là, pour eux? Quelles sont les procédures? La façon la plus simple, c'est de venir nous voir présentement dans les centres de services aux personnes sinistrées, dans les centres d'hébergement. On s'assure d'être présent. La veste blanche, elle commence à être de plus en plus reconnue. Donc, la veste blanche, donc c'est la première façon. Venir juste nous jaser. L'intervenant va prendre votre nom, probablement votre numéro de téléphone, va voir avec vous si vous voulez qu'il y ait une relance ou non. Donc, si c'est nécessaire, il va y avoir des relances téléphoniques. Ça peut être des relances sous forme de rencontres aussi qui peuvent être planifiées. L'autre façon, on a une ligne, comme j'expliquais, donc qui est le 450-455-6171, le poste, le 70855. C'est sur notre site web également. On a des petites cartes d'affaires là, qui sont disponibles également dans les centres de services aux sinistrés. Donc, c'est la deuxième façon, dans le fond, c'est de nous appeler. Puis, il va y avoir un intervenant. Là, c'est une boîte vocale. Vous laissez votre message, mais il y a un intervenant qui va vous rappeler là, dans les instants. Là, Donc, M. Allaire, un gros merci. Bravo à toute votre équipe. Lâchez pas. Et on rappelle aux gens que toutes les informations nécessaires vont apparaître dans le bas de l'écran afin de bien vous soutenir dans tout ce que vous faites.